Je ne suis pas provençal. Je suis né en Provence. En Haute-Provence. Je suis né, oui, mais je suis né en Provence par hasard. Parce que mon père et ma mère s'y sont rencontrés, s'y sont mariés. Autrement, ma mère était parisienne, née à Paris, d'une mère picarde, d'un père provençal, évidemment, de Manosque. Et mon père était, pourrait-on dire, né en Provence, puisqu'il est né à Saint-Chamas, mais de père et de mère italienne. Piémontais. Piémontais, oui. Par conséquent, tu vois, il n'y a pas des origines très, très provençales. Mais j'aime ce pays. Je l'aime je l'aime comme Swann aimait Odette, en se rendant compte finalement que c'était la femme qui ne lui convenait pas, que ce n'était pas son type. Eh bien la Provence n'est pas mon type de pays. Si j'habitais un pays que j'aime, qui me plaît, j'habiterais un pays où il pleut. Si je pouvais habiter un pays que j'aime, j'habiterais l'Écosse. C'est un pays que j'aime parce qu'il y a des mystères, il y a des pluies, il y a des brouillards, il y a de grandes étendues vierges, il y a très peu de population et il y a de grands déserts. C'est donc un pays que j'aime. J'aime ses odeurs, j'aime sa façon d'être, mais je l'aime mieux que ce que l'aiment les faits libres. Je l'aime trop, je l'aime plus qu'eux. Tu comprends ? Vous semblez avoir une certaine préférence dans toute cette Haute-Provence pour toute la région qui est située entre Banon, la montagne de Lure, Saint-Étienne-les-Orgues, en fait tout le revers du Bion. Eh bien, c'est-à-dire que c'est une région qui a joué dans ma vie un rôle extraordinairement important par son mystère et par le moment où elle est arrivée dans ma vie. J'étais très jeune, je devais avoir 11 ou 12 ans, quand mon père un jour a eu l'idée de me donner une liberté qui me permettrait de sortir des jupes de ma mère, comme il disait. Et il m'a dit, est-ce que ça ne te ferait pas plaisir d'aller faire une promenade tout seul ? Je vais te donner 5 francs, et tu iras faire un petit voyage. Et je te donne, me dit-il, 5 francs, me dit-il en riant, je te donne 5 francs et tu en retournes le plus possible, et tu vas le plus loin possible. 5 francs, c'était beaucoup à l'époque d'ailleurs. Alors, ma mère, qui d'ordinaire était une mère poule, avait dû être chapitrée d'une certaine façon par mon père qu'elle aimait beaucoup et qu'elle respectait, car elle ne mit pas opposition à ce projet, au contraire, elle m'aida à partir, elle me prépara un petit baluchon, et je me souviens encore qu'on m'accompagna jusque devant la... Vous avez dit dans cette remarquable introduction à Virgile, vous avez dit Virgile n'est pas de ceux qui jouissent, il est de ceux qui disent comment on jouit. Mais bien sûr, mais ça c'est le rôle du poète, c'est le rôle, quand je dis poète, c'est le rôle de l'écrivain, quoi. Le rôle de l'écrivain, c'est celui qui apprend à voir, qui apprend à regarder, qui apprend à écouter, qui apprend à jouir, qui apprend à sentir, il l'apprend non pas d'une façon didactique, c'est pas un professeur, mais tout simplement, il l'apprend en faisant connaître aux autres de quelle façon lui le sent, et de quelle façon lui se débrouille avec ses sentiments et avec ses sens. Alors vous avez une fois, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu troublé. Vous avez dit, ils me font rigoler, je crois que c'était en 1936, ils me font rigoler quand ils disent que je suis un poète. Ben oui. Oui, parce que j'ai le sentiment que être poète, c'est une fonction qui n'a pas besoin de l'écriture pour s'exprimer. Tu comprends ce que je veux dire ? Je veux dire que, voilà, le sens qu'on donne au mot poète, c'est celui qui fait de la poésie. Mais fabricateur. Sinon fabricateur, celui qui publie des poèmes ou des proses poétiques ou des romans dans lesquels la poésie a une grande importance. C'est ce qu'on appelle poète. Dans ce sens-là, ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est qu'au-delà de ces poètes-là qui sont les moindres, il y a les grands poètes qui sont ceux qui n'écrivent pas. Est-ce que vous lisez les journaux quotidiens ? Oui, je lis les journaux quotidiens, j'en lis parfois plusieurs même. Seulement je ne lis pas, je lis les journaux quotidiens. Et ça ne vous apporte rien sur le plan romanesque ? Ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup, tous les faits divers. Les faits divers sont des traits de caractère. Ça m'apporte énormément de choses. Les faits divers sont des traits de caractère. Les faits divers commencent d'abord d'être dans le journal avant d'être dans l'Euripide.
Pensez-vous que l'histoire ait un sens ou qu'elle n'exprime finalement que nos passions Ah oui, l'histoire n'a aucun sens. À mon avis, alors ça c'est très précis. L'histoire pour moi n'a aucun sens. Absolument aucun. D'abord parce qu'on l'a fait après coup. Et que sur l'instant, les choses se passent dans le hasard le plus total. Même à notre époque où toutes les choses sont soigneusement pensées à l'avance et soigneusement indiquées. Les choses se font dans le hasard et provoquées par des faits et des phénomènes qui n'ont pas été prévus. L'histoire, c'est après coup qu'on l'a fait. Après coup, on dit Henri IV est né en telle année, il est mort assassiné par telle année, dans telle rue par Ravaillac. Et on se dit, il est allé de sa naissance à la rue Machin Chouette se faire périr sous le poignard de Ravaillac. Mais il y est allé par la force des choses et pas du tout par le sens de l'histoire. De même que quand on me dit nous allons dans le sens de l'histoire, nous n'allons pas dans le sens de l'histoire, ça me paraît ridicule. Mais tous ces types-là s'étaient effondrés lamentablement avant la ligne d'arrivée, alors que le berger éthiopien, qui n'avait été préparé par personne, était arrivé en dansant. Autre preuve que le sport signifie moins de choses que ce qu'on croit, car on me dira, ça renforce les individus, ça fait des gens costauds. Or, voilà ce qui s'est passé en 14. Si tu regardes par exemple une photographie de conscrits de l'époque de 14, tu es épouvanté car tu es en face de gens qui, à ton avis, doivent avoir au moins 60 ou 70 ans. Ces gens de 20 ans ont des moustaches effroyables, des espèces de badigouins, c'est invraisemblable, et ce sont des gens qui n'ont jamais fait de sport. Bon, moi, lorsque la guerre de 14 est arrivée, j'étais de la classe 15, par conséquent, je ne suis pas parti tout de suite, mais en décembre 14, on m'a dit, mon petit ami, viens un peu ici, qu'on regarde un peu ta poitrine. Alors, regardez ma poitrine, on l'a mesurée et on a trouvé qu'elle était un peu petite. On m'a dit, bon, alors toi, on te tuera un peu plus tard, retourne chez toi, on te prendra l'année prochaine. Par conséquent, je n'étais pas un gros costaud. Hein. Au commencement de 15, on m'a refait venir et on m'a dit, oh, cette fois, on en a tué beaucoup, on passe sur les 2 ou 3 centimètres qui te manquent et on te prend. Par conséquent, je suis parti, au fond, dans les plus mauvaises conditions physiques qui soient. J'étais véritablement maigre comme un sang de clous. Par 2 fois et sous des régimes différents, on vous a mis en prison. Comment y viviez-vous? Ah, ben écoute, ça c'est très intéressant. Bon, la première fois on m'a mis en prison parce que je n'avais pas répondu à mon ordre de mobilisation, c'était en 1939. Alors j'étais en prison au Fort Saint-Nicolas à Marseille. Fort Saint-Nicolas à Marseille, je ne sais pas si tu le vois, actuellement il a été transformé, il ne sert plus que... On a fait un monument aux morts, ça n'est plus du tout ce que c'était auparavant, mais c'était un fort à la Vauban, haut dans le ciel, parce que les murs le fort est placé très haut au-dessus de la mer, et puis les murs le dirigent encore vers le ciel encore plus, surtout quand on est dans des cours profondes. Et là, il y avait des cellules dans lesquelles on renfermait des gens, dans lesquelles moi j'ai été renfermé aussi. Vous étiez seul dans les cellules? D'abord j'ai été seul et j'avoue que c'était extrêmement rafraîchissant. Parce que la solitude, quand elle est obligatoirement totale et qu'elle ne peut pas être interrompue par le téléphone ou par des visites, est une chose admirable. Quand on sait par exemple qu'à partir de 10h du matin on venait m'apporter la soupe, jusqu'à 6h du soir on me l'apportait encore, de 10h à 6h je ne voyais absolument personne et que j'étais sûr de ne voir personne, à moins d'un cas très exceptionnel, c'était parfait. J'étais à mon aise d'une façon parfaite. On s'intéresse, alors tu me demandes comment on vit. Bien, Quel sens donnez-vous exactement au mot Dieu? Ah, bon. C'est hors de propos, mais... Non, il est pas hors de propos parce que ce mot a été mis là exprès pour te faire mordre. Voilà. Je pêche à l'hameçon. J'ai mordu. Je pêche à l'hameçon. Dieu merci. Bon. Eh bien écoute, ce mot de Dieu est là. Il est là pour te faire comprendre. J'ai dit que j'avais connu une famille et des gens que Dieu n'oubliait pas. C'était des gens qui étaient tracassés par le destin. Car j'estime que quand Dieu les oublie, ils sont heureux. Quand Dieu ne les oublie pas, il les travaille. Voir Job, par exemple. Ah oui. Bon. Et quand il ne les oublie pas, tu vois que c'est un Dieu très vaste. C'est un Dieu dans lequel il y a un peu de Zeus, il y a un peu de Jupiter, quoique l'un soit latin et l'autre grec. Ils sont tous les deux.
Il y a un peu des autres aussi. Il y a un peu de Brahma, il y a un peu de Mahomet, il y a un peu de tout. C'est cette espèce de grande chose qui dirige qui ne dirige pas, mais qui a l'air de diriger nos gestes et nos contingences. Nos instincts. Et tout ce qui se trouve autour de nous, ça a l'air d'être dirigé par quelque chose ou de venir de quelque chose. Mais c'est ça le Dieu, tu comprends? Oui, mais de toute façon, est-ce que vous êtes capable de dire oui ou de dire non? À quoi? À cette question, je veux dire, quand vous parlez de cette force qui domine nos contingences. Ah, c'est pas une force, c'est un fait. Enfin, ce phénomène, oui, phénomène. Cette constatation pour vous ne pose pas. Vous avez bien connu l'auteur des nourritures terrestres, hein? Oui, Gide. Oui, Bien sûr. Est-ce que vous les aviez lus? Eh bien non. Et il n'y a jamais eu de malentendu avec Gide. Et Gide, lorsque je l'ai vu pour la première fois, Gide est venu à Manosque me voir. Je ne l'avais même pas rencontré à Paris. Je l'avais vaguement aperçu ou je l'avais vaguement vu dans la boutique d'Adrien Monnier. Mais à peine. Je ne lui avais même pas été présenté. C'était en quelle année, ça? C'était en 29. Avant En 28, oui, commencement 28, fin 28. Est-ce que vous aviez publié quelque chose à ce moment-là? Eh bien, Colline venait d'être publié. Colline venait d'être publié dans la revue Commerce. Dans la revue Commerce, Et oui. Gide avait beaucoup aimé le texte et s'était promené avec la revue Commerce dans sa poche et avait fait dans les salons de Paris qu'il connaissait et qu'il recevait beaucoup de réclames autour de ce livre qui allait paraître. Et autour de ce personnage qui était moi, qu'il ne connaissait pas et je ne le connaissais pas non plus. Alors Gide est venu un jour pendant que j'étais encore employé de banque, peu de temps après que je sois allé à Paris pour la signature de mon service de presse de Colline. Et j'étais à la banque en train de travailler lorsque ma mère vint me trouver et me dit, il y a un monsieur qui te demande à la maison. Alors je dis, mais comment s'appelle-t-il? Il me dit, il s'appelle Gide. Je dis, ah ben c'est André Gide, alors fais-le monter dans ma chambre, fais-le asseoir, et dis-lui que malheureusement je travaille et que dans 3/4 d'heure je serai libre, je le verrai. Et en effet, 3/4 d'heure après, je suis monté chez moi et j'ai trouvé Gide dans ma petite... Ah, ce que c'est qu'un romancier, mais ça, mon vieux, là, il y a pour un moment. Tu comprends, ce que c'est qu'un romancier, nous en avons pour des jours et des jours. Mais écoute, nous allons le prendre au plus bas. Un romancier, c'est d'abord, tout simplement, un monsieur qui raconte une histoire, à mon avis. Je vais te dire ce que je considère comme des romanciers. Je considère Dostoïevski comme un romancier. Balzac, Victor Hugo. Certainement, oui. Victor Hugo. Avec malgré tout tout ce que le verbe peut faire commettre d'erreurs. Enfin, oui. Victor Hugo. Stendhal. Je ne considère pas Cervantes comme un romancier. Je fais exprès un choix pour que, par les lacunes, on puisse voir ce que c'est qu'un romancier. Un Cervantes, à mon avis, n'est pas un romancier. C'est autre chose. C'est un homme de lettres. C'est un homme de lettres, oui, mais c'est... C'est un homme de lettres, mais c'est pas un romancier. Pour quelle raison? Quelle distinction faites-vous? Eh bien, vois-tu, Le Sage, c'est un romancier. Gil Blas de Santillane, c'est un romancier. Mais pas Don Quichotte. C'est trop important, Don Quichotte, pour que ce soit un travail de romancier. Est-ce que vous pensez que Adolphe, est-ce que Dominique sont des romans qui par leur unité, ont eu une tradition en France plus... Je n'ai jamais été très touché par ces romans-là. Ah, justement. Non, je n'ai jamais été très touché. Je vais te parler du phénomène de l'écriture qui, pour t'expliquer toujours comment se fait un livre, qui pour moi est très important, c'est que je me mets toujours au travail le matin devant ma page sans savoir du tout ce qui va se passer. Rien n'est préparé. Rien n'est prêt. Je m'arrête le soir à un moment où je ne sais pas ce qui va se passer. Car je me raconte en premier lieu le livre à moi-même. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de me raconter ce livre. Plus que d'écrire un livre pour écrire un livre, écrire un livre pour écrire un livre. On peut maintenant, à mon âge, se passer d'écrire un livre. On peut aller se promener, on peut faire des voyages, on peut faire n'importe quoi. On peut même faire des balais roses, si on veut. Par conséquent, il y a une multiplication de distractions extraordinaires. Mais le plaisir que je prends à écrire un livre dépasse tous les autres plaisirs. Est-ce que vous écrivez beaucoup tous les jours? Plusieurs heures? Combien d'heures? Toute la journée. Toute la journée. Toute la journée, ce qui ne veut pas dire que j'écrive beaucoup, parce que quand j'ai écrit la valeur de 3 pages dactylographiées par jour, c'est le maximum. 3 pages dactylographiées par jour, ça fait une de mes pages d'écriture à peu près. Parce que j'ai une écriture serrée. Je fais une écriture très serrée qui se serre de plus en plus à mesure que ça vient bien. Quand les choses viennent bien,
Le texte est tellement serré que je fais, dans une page de format ordinaire, 87 lignes à la page. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oh là. La naissance d'un livre se produit comment chez vous? Par un personnage ou par un climat ou par une... C'est assez curieux. Par un détail. Écoute, je vais essayer de me souvenir, parce que là, il faut que je joue le jeu très honnêtement et que j'essaie de me souvenir, parce que te dire là d'une façon très habile comment ça se produit, ça serait une malhonnêteté, car très certainement je n'en sais rien sur le moment. Il y a avant l'écriture du livre une très longue et indéfinie période de gestation dans laquelle quelque chose existe ou quelque chose n'existe pas, on ne sait pas très bien. Ça n'est rien, c'est un ouï-dire, une espèce de vent dans lequel on entend des fois une parole, des fois un geste, des fois une mèche de cheveux, des fois un son de voix, ou une démarche, le bruit d'un pas dans un couloir. C'est un personnage ou ça n'est pas un personnage, c'est peut-être le père du personnage, c'est peut-être quelqu'un qui mourra avant que le personnage soit né, c'est peut-être lui le personnage, je n'en sais rien. Mais brusquement, un beau jour, ce personnage est né sans que je m'en rende compte et il est arrivé, il est venu, il est là, il est présent. Il est présent, mais il n'y a pas de livre, il n'y a pas de... Il est présent, mais il est présent comme est présente cette statue ou comme sont présents les livres qui sont là dans ma bibliothèque. Mais il est là, il existe, il a une forme. Et cette forme continue à me suivre et à habiter avec moi pendant très longtemps, pendant des années, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, pendant lesquels j'écris d'autres livres.